Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, nous avons quelques petits problèmes techniques. Nous commencerons la séance avec 2 minutes à peine de retard. Nous nous en excusons. Nous vous rejoignons tout de suite. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je m'appelle Maria José Romero et je suis conseillère en politique et plaidoyer du REDACT. Je travaille au développement des finances. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à notre session. Le futur de l'aide dans le contexte de l'après-pandémie du Covid. Les enjeux et les opportunités, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Les opportunités lorsqu'il s'agit de prendre en compte ces questions. Nous allons contextualiser ces discussions dans ce domaine d'activité. C'est un forum politique 2021. C'est aussi un véritable plaisir que d'héberger cette conférence en raison de l'intérêt montré par la communauté sur ces questions-là. 90 personnes se sont inscrites à cette séance, des collègues du Nord, du Sud. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir tous. Il y a le service d'interprétation disponible en anglais, en français et en castillan. Vous avez donc le bouton au bas de la page et sur le globe terrestre, vous pouvez choisir donc la langue de votre choix, dans ce cas le français. Le webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre site web très prochainement. Aussi, on aimerait remercier nos donateurs pour leur appui, pour l'organisation de ce forum. Et donc, nous remercions Bread for the World de l'Union européenne et la AIDS Foundation. Pour aborder la dynamique de la session d'aujourd'hui, j'aimerais présenter nos conférenciers aujourd'hui. Je vais les présenter tout de suite. Et avant de leur donner la parole, je vais dire quelques mots pour introduire leur présentation. D'abord, nous allons entendre Ricardo Roba. Il est conseiller en politique et plaidoyer, parmi d'autres choses. Et il coordonne également les rapports annuels pour l'Union européenne en tant qu'assistant au développement pour le financement du développement durable aussi. Bienvenue, Ricardo Roba. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ensuite, nous écouterons Vitalis Meja. Elle est une professionnelle du développement chevronnée. Elle compte 20 ans d'expérience dans le
domaine du développement social. Elle a joué un rôle clé pour la cohésion des organisations de la société civile en Afrique. Du point de vue de, de leur financement, nous la remercions pour son assistance ici aujourd'hui, sa participation à cette rencontre internationale. Aussi, Samantha Attridge, que nous remercions, elle est chercheuse en particulier au Global Institute, OBA, avec un intérêt particulier dans le financement du développement, les banques de développement. Et une fois de plus, donc, Samantha Attridge, c'est un véritable plaisir de vous avoir ici parmi nous et nous attendons, nous avons hâte d'écouter votre contribution. Et finalement, un ami, Jordat Quackenbos, Jeroen Quackenbos, responsable de Oxfam, du bureau de plaidoyer, conseiller aussi de développement chez Oxfam International. Il a collaboré étroitement avec l'Union européenne et son travail chez Oxfam donc s'est concentré sur l'aide et les financements publics et privés. Merci d'être avec nous également cet après-midi. Comme vous avez vu sur l'invitation à cette séance, nous avons invité Adriane à participer à ces discussions, mais malheureusement, il était en déplacement et il nous a présenté ses excuses. En tout cas, nous espérons avoir l'opportunité de le saluer prochainement, de l'avoir en ligne la semaine prochaine. Il est un partenaire d'Eurodad et nous tenons à avoir aussi son point de vue. Maintenant, ce que nous allons avoir aujourd'hui, eh bien, la structure du webinaire est la suivante. Nous aurons les interventions de chacun des rapporteurs, suivies de commentaires et de questions. Nerea Cabiotto, celle de plaidoyer, va modérer les questions qui vont suivre et aussi, eh bien, il y aura des questions et des remarques concernant le sujet de la discussion. Je remercie Nerea d'avoir organisé cette session et d'être si active dans ce domaine. Vous pouvez soumettre vos questions et commentaires sur la boîte de questions et réponses en bas et vous aurez l'opportunité de voter sur les questions qui vous seront soumises en fonction de vos préférences. Je pense que j'ai fait le tour de cette table virtuelle pour vous présenter ces panélistes. Je ne vais pas m'attarder à présenter ces questions parce que c'est un temps précieux dont nous bénéficierons, que nous allons profiter pour justement ces présentations et les discussions ultérieures. Comme je disais au début, la question de l'assistance au développement officiel, eh bien, est une question sur laquelle nous avons travaillé depuis plusieurs années. Aussi, la valeur de l'assistance au développement officiel est quelque chose qui doit être souligné dans l'après-Covid. Ça doit être renforcé. Il y a un rôle très important à jouer des ODA au bénéfice des plus pauvres ou des plus démunis, des plus vulnérables. La semaine dernière, un rapport a souligné l'une des grandes menaces
qui surviennent quant à l'assistance au développement. Dans ce cas, c'est la question de tide rate. Nous n'avons pas entendu. C'est dommage, Maria José Romero. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres menaces, d'autres challenges qui sont sur les programmes et les opportunités qui émergent dans ce contexte actuel lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur la valeur de cette assistance au développement et comment nous pouvons appuyer et renforcer ces discussions qui se concentrent sur ces questions-là. Je vais maintenant passer la parole à nos rapporteurs. D'abord, c'est Ricardo Roba à qui nous allons donner la parole. Vous avez 7-8 minutes. Il va se concentrer sur l'intervention de l'Union européenne et l'approche de l'équipe européenne à la question de l'assistance au développement officiel avec les conclusions qui émergent du dernier rapport Aid Watch Concorde. Vous avez la parole, Ricardo Roba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs d'avoir organisé ce panel de discussion qui est vraiment un brûle-pourpoint. Je vais partager mon écran. J'ai préparé quelques slides pour guider un petit peu la discussion. Vous voyez mon écran, OK. Merci, Maria José. Comme vous l'avez dit, je vais me concentrer sur les leçons apprises au niveau de l'Union européenne et ODA. Je travaille à Concorde Europe. C'est un bloc important de donateurs ODA et bien toutes ces actions ont ou peuvent avoir un impact sur d'autres donateurs, n'est-ce pas? Ma présentation va se concentrer sur quelques-uns des changements importants qui ont eu lieu dans le domaine de ODA. Ça a été le changement à travers ces partenariats internationaux. Ensuite, ces approches et ces initiatives, je vais expliquer en quoi cela consiste et ce que cela veut dire quant aux tendances, n'est-ce pas? Et aussi, donc, l'instrument Global Europe. Ce que je vais partager, eh bien, ça vient de rapports lancés en octobre, une commission géopolitique. C'est le titre du rapport. En ce qui concerne ce changement, ce basculement vers le partenariat international, eh bien, à l'échelle de Bruxelles, il y a eu un changement depuis la coopération au développement vers les partenariats internationaux. Le commissaire pour la coopération au développement a changé de titre, de dénomination, et depuis janvier 2021, la commission, le directorat général est devenu DG. C'est un changement dans les mots, n'est-ce pas? Mais ce changement aussi est un changement de récit. La Commission européenne dit que l'Union européenne doit jouer un rôle géopolitique dans un monde qui l'est davantage. Il y a des références aux investissements, au secteur privé, aux partenariats, en ce sens sur nombreux des documents que l'Union européenne produit. Donc, Concorde, nous avons été critiques par rapport à ces changements. Nous travaillons avec des partenariats. Ceci veut dire que nous sommes en partenariat avec la société civile, avec les pays, avec l'agenda donc effective. Évidemment, ces partenariats en termes d'investissement, eh bien, ils travaillent avec le secteur privé aussi. Ces partenariats ont été accompagnés de nouvelles priorités géopolitiques
à la Commission européenne, tels que le Green Deal, le pacte vert de l'Union européenne, la numérisation, la croissance et l'emploi, la gouvernance, la paix, la sécurité, la migration et la mobilité. Ce sont les actions externes de la Commission européenne, y compris les politiques d'aide. Team Europe Approach and Initiatives, c'est quelque chose qui a changé récemment sur cette politique. Elle a été créée d'abord pour apporter une réponse coordonnée, unie de l'Union européenne, une réponse globale à la pandémie du COVID-19. Cependant, l'année dernière, ça a évolué vers quelque chose de plus intégral. Dans la pratique, cela s'est matérialisé sur cette TE initiative, cette initiative Team Europe. Il y a plusieurs objectifs dont l'un est jouer un rôle d'avant-garde à l'échelle globale pour l'Union européenne, augmenter la visibilité de l'Union européenne et les États membres, la coopération des États membres avec sous cette même enseigne, et aussi augmenter, booster la cohérence et la coordination entre les donateurs de l'Union européenne et mobiliser davantage de volume financier. Ce sont des initiatives, il y en aura 2 pour chaque pays partenaire, aussi à l'échelle régionale et globale. Ils devront donc agir en concordance avec ces programmes multiannuels indicatifs et assurer les liens avec ces objectifs géopolitiques que j'ai mentionnés. Sur le dernier rapport, nous avons essayé d'analyser et de mesurer cette approche Team Europe par rapport aux engagements de l'agenda pour le développement. C'est une évaluation préliminaire, ce qui veut dire que nous devrons attendre la mise en place de ces initiatives Team Europe pour comprendre à quel point ces initiatives sont effectives. À partir de notre analyse de conclusion par pays sur 2020, à partir du guide publié par la Commission européenne et les questionnaires que nous avons menés à bien à l'échelle nationale, eh bien, en principe, c'est assez positif. En code de couleur, vous pouvez voir en vert, ça veut dire un fort engagement pour chacun des principes de développement. Et ça veut dire qu'il faut quelques ajustements et c'est le niveau d'engagement. Vous pouvez voir aussi que ce n'est pas hyper positif, en particulier par rapport à la propriété. Eh bien, malheureusement, même s'il y a des références aux stratégies nationales des pays partenaires, eh bien, il n'y a pas eu de moment spécifique ni d'obligation pour que ces initiatives incluent ces objectifs de stratégie nationale et internationale. Quant à la transparence, les pays ne font pas n'ont pas un très bon score par rapport à l'accessibilité des fonds, des objectifs, des parties prenantes impliquées. Si vous googlez, si vous regardez sur Internet Team Europe Initiatives, l'information n'est que très limitée. Elle est pour nous à Bruxelles et vous pouvez imaginer quelle est la situation pour la société civile des pays partenaires, qui est donc pire. Team Europe Initiatives, eh bien, je vous dirais que elles sont dans les tuyaux, plus donc à venir. Elles sont approuvées par l'eau et ce sont les 2 premiers lots. Nous avons depuis hier qu'un 3e lot a été approuvé. Ils n'ont pas eu le temps de mettre à jour les chiffres. Donc, le 3e lot est aligné sur
cette image que vous voyez ici, la plupart de ces initiatives Team Europe sont de l'Afrique sous-saharienne, pardon. D'autres initiatives seront mises en place sur la région des Caraïbes et d'Amérique latine et une partie plus petite sur le Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Les États membres et leur implication changent. L'Allemagne et la France, eh bien, c'est normal de penser que ce sont les plus grands contributeurs aux donateurs de l'Union européenne et ODA. Les Pays-Bas, l'Espagne représentent plus de la moitié des TEI, les Team Europe. Ceci remet en question l'effort de cet effort de Team Europe en tant que tout. Aussi, on finance les institutions financières pour la mise en place. La Banque européenne d'investissement, par exemple, est impliquée sur pratiquement 90% des TEI. Et aussi les banques des États membres qui sont impliquées dans plus de la moitié des TEI. Ici, vous pouvez voir les priorités politiques pour les TI. Les priorités sont recouvertes par cela. Peut-être à gauche, vous voyez les développements humains. Ceci concorde et en ce sens, c'est un message que les TEI bien, ne font pas suffisamment de choses par rapport au développement. Ce sont des objectifs qui n'abordent pas les développements humains. En tant que priorité, la réponse de la Commission a été de booster ce développement humain en tant que secteur. Aussi, le dernier slide eh bien, concerne le budget de l'Union européenne. Depuis 2021, eh bien, il y a un nouveau cycle de ce budget européen pour les prochaines années, 2021-2027. Il y a cette action externe et il y a des instruments qui sont un grand instrument de l'Union européenne en tant qu'instrument d'aide. La nouveauté est que c'est un seul instrument. Avant, il y en avait 10 et cet instrument européen global est très ambitieux dans ses objectifs. Par exemple, sur le développement humain, donc 20% de ces instruments devraient être dépensés sur le développement, 30% sur le climat. Aussi, d'autres représentent 10% pour la migration. Les dépenses pour la migration, ce sont des instruments géographiques. 75% des instruments vont au programme thématique. Et finalement, l'instrument est très flexible et simple. Ceci rejoint les inquiétudes de la société civile dans le sens que la mise en place eh bien, serait davantage répondre à des objectifs fortement débattus à l'échelle politique. Il y a un oversize par rapport aux dépenses, mais le Parlement européen a établi que ces programmes ont été donc sous ce parapluie de sorte que finalement, il y a des financements mixtes, davantage d'emphase sur le secteur privé dans cet instrument. Juste pour ce résumé, ces partenariats internationaux de l'Union européenne, il faut s'assurer que la société civile y participe. Nous parlons de partenariat juste et égalitaire. Team Europe, il faut soulever la question, qu'est-ce qui est nouveau par rapport aux instruments qu'avait la Commission européenne? Plutôt que de renommer, relabelliser ces ODA, il faut davantage de développement humain, aussi
l'Union européenne going big, c'est-à-dire qui s'élargit les investissements, la Banque européenne d'investissement, à travers ces initiatives flexibles. Et finalement, l'instrument global de l'Europe, elle est en ligne depuis quelques années. Quelques tendances de l'aide vont être renforcées et doivent être monitorisées de près par la société civile. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un peu long. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Ricardo, pour ces remarques très, très pertinentes pour votre présentation. Et voici les conclusions de ce travail et cette coordination dans cette discussion. Maintenant, je vais passer la parole à Vitalice Meja. Elle va partager ses perspectives sur les tendances dans la région africaine, quel type d'aide reçoit maintenant l'Afrique, quel type d'aide devrait recevoir l'Afrique. Vous avez aussi 8 minutes, je vous préviendrai lorsqu'il vous restera 1 minute pour vos dernières remarques. Soyez donc la bienvenue. Are you there? Yes, I am here. I'm just having some Êtes-vous là? technological challenges. I hope I can make. Oui, That's fine. Please go ahead. Welcome. allez-y. La parole est à vous. To show my On m'a video, demandé connect, so but let's see if de it works. partager, d'allumer la caméra. Let me begin by J'espère que ça ne va pas poser de problème au niveau de la connexion. organizing Donc, je voudrais commencer par remercier Rodad d'avoir organisé cette réunion. very useful. Je Unfortunately, pense que ce sera très utile. slides Malheureusement, I have some ideas about contrairement à especially Ricardo, je n'ai pas de nouvelles positives à partager avec vous, particularly mais bien sûr, j'ai un message à ce sujet. Plus concrètement, je vais me concentrer sur looking at the question of le point de vue africain how are things panning out. et je vais analyser How do you see things going forward, especially with regard to la situation actuelle COVID et je vais vous expliquer comment nous imaginons que ça va se passer dans le futur suite à la pandémie de COVID-19. do that. Commençons donc. Moi, on m'a demandé d'analyser les chiffres, mais je refuse de faire ça comme ça pour deux raisons. Une des raisons, c'est parce que il n'est pas facile d'avoir des données statistiques exactes parce que de nombreux gouvernements ne reçoivent pas d'aide officielle au développement, ne peuvent pas recueillir les données parce que beaucoup de l'aide passe par des aides directes et les gouvernements n'ont pas accès à beaucoup de ces domaines. Alors ça, on joint ça avec les principes qui guident l'aide officielle au développement. Moi, je dirais plusieurs choses se sont passées. Depuis le début de la pandémie, les principes de l'aide officielle au développement ont été suspendus, particulièrement concernant du point de vue des donnants. On voit ça à plusieurs niveaux. D'abord, nous ne voyons pas qu'il y a des donneurs, des donnants, je les appelais donneurs, hein, nos alliés. Ils n'utilisent pas les systèmes organisés. Grande partie de l'aide au développement se canalise à travers les Nations unies.
we are experiencing a lack of C'est countries ainsi que ça s'est passé concernant la COVID. because Donc, il y a un manque. government officials, and she was explaining that look, it is all good to get Les these gouvernements sont EAS, dessaisis de leur autorité for example, now you have concernant l'aide countries officielle au like développement. Bangladesh, J'ai des collègues qui disent que c'est très bien de recevoir une aide officielle au développement, mais maintenant il y a un excès de masques, par exemple, et on préférerait gérer ça depuis le gouvernement et concentrer cet argent pour mettre cet argent à l'achat de congélateurs. Mais nous n'avons pas au niveau des États, ils n'ont pas l'accès aux fonds. Donc ça empêche nos pays de planifier, d'organiser et de décider des priorités qu'ils veulent donner à la pandémie parce que les ressources ne sont pas sont adressées, dispersées, si vous voulez. Cette pandémie n'est pas quelque chose qui a émergé en Afrique, c'est venu d'ailleurs. Donc, ça a mis sur nous une charge extra qui a affecté notre économie. Donc, à ce sujet, la question de la transparence, le fait de devoir rendre des comptes sur comment on utilise les ressources dans chacun des pays, ces exigences de la part des donneurs ne sont pas claires. Peut-être que dans le Nord, vous savez combien vous dépensez, mais nous, dans nos pays, on ne sait pas combien nous avons reçu. Nous savons seulement qu'on va recevoir telle quantité de vaccins, par exemple, mais on ne sait pas combien cela représente. Ensuite, on reçoit des vaccins qui sont déjà dont la date limite est passée. Et on voudrait savoir pourquoi cette situation se produit. Il y a des vaccins qui sont plus difficiles à conserver. On manque de congélateurs, manque de matériel d'injection, de seringues. Et on voit que se normalise un système d'aide lié, conditionné. On ne nous donne pas les outils ou la technologie pour pouvoir produire nous-mêmes le matériel nécessaire pour faire face à la pandémie, pour pouvoir produire les médicaments, les vaccins qui pourraient nous aider dans cette lutte contre la pandémie. Une grande partie de l'effort mondial est fourni au niveau du Nord. Nous, dans le Sud, on se retrouve toujours en situation d'attendre qu'on nous envoie quelque chose. On ne participe pas aux décisions, à l'organisation. En Afrique, au début, aucun vaccin n'est arrivé. Il fallait qu'on attende que les autres daignent nous. Donc, cette aide liée, contrainte, conditionnée, nous voyons par contre, quand nous avons reçu des vaccins de Chine, ces vaccins n'étaient pas reconnus et que seuls étaient reconnus les vaccins qui venaient des États-Unis ou de l'Europe. Alors, on normalise le fait que tout doit passer par la décision des pays du Nord. Donc, nos citoyens ne sont pas d'accord avec ces politiques. On ne peut vérifier que ce qui est passé sous notre contrôle, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra débattre. Donc, les conditionnalités, quelqu'un a dit que l'Union européenne est une institution multilatérale. Et c'est quelque chose sur quoi nous devons réfléchir parce que beaucoup des aides, en fait, sont bilatérales et ont soutenu cette initiative de Team Europe. Mais beaucoup des pays canalisent leurs ressources pour réformer et restructurer les économies de nos pays, pour influencer. Donc, toutes ces conditionnalités reviennent des exigences. Ils disent qu'avec la pandémie, il va falloir qu'on prenne notre point de vue.
Mais si l'aide officielle au développement est utilisée pour promouvoir notre dépendance contre une aide, nous obligeant à obtenir des vaccins de l'Europe et des États-Unis, mais on nous dit aussi que nous devons dépendre de ces régions. Nous devons organiser nos économies de la manière dont ils l'entendent. Donc, qu'est-ce que nous pensons et nous voulons promouvoir? Au fin de compte, nous pensons que l'aide officielle au développement doit, ne doit pas être dirigée par le secteur privé. Nous devons faire face à des politiques de collaboration publique-privée et ces politiques sont conçues par des experts de la Banque mondiale. Et ces politiques, nous voyons que la voix des gouvernements et des institutions publiques et des peuples, en fin de compte, sont marginalisées et que l'on priorise et que l'on permet l'intervention du secteur privé à tous les niveaux sans notre consentement. Tout cela fait que l'aide officielle au développement ne peut pas arriver là où nous en avons vraiment besoin. Et le diagramme qu'a montré Ricardo, qui montre des accords verts, on voit que là aussi, ils vont essayer d'avoir une influence sur nos décisions politiques contre cette aide. Donc, je ne dis pas que toute l'aide officielle au gouvernement soit mal orientée, mais nous devons vraiment nous poser la question chaque fois si cet agenda de développement humain qu'ils prétendent vouloir mettre en route va être vraiment pertinent. On me dit que j'ai plus que 2 minutes, mais bon, une des questions positives, une des rares choses positives que j'ai à dire, c'est que pour les citoyens, pour les personnes les plus vulnérables, les initiatives qui passent par l'aide officielle au développement, plus particulièrement pour payer des médicaments, pour lutter contre le VIH, le sida, pour les personnes qui ont besoin de recevoir de l'insuline, contre la tuberculose, ces programmes continuent à recevoir un soutien de la part des donneurs parce que les priorités des gouvernements a été de répondre à la lutte contre le Covid, pardon. Donc, toutes ces autres maladies ne reçoivent plus de l'aide. Donc, nous devons penser à niveau plus large et pas seulement être en réaction aux choses immédiates. Le cadre actuel ne fonctionne pas. Nous devons penser à comment créer un cadre qui fonctionne. Merci beaucoup, Meja, pour ces commentaires. Et je suis extrêmement reconnaissante des questions que tu as soulevées. Pour compléter quelques-unes des choses que tu as dites, je pense qu'on voit que dans certains des débats à niveau mondial, les débats de nos gouvernements du Nord, nous voyons que notre perspective est différente. Donc, le fait de vous avoir ici pour parler directement est très important. Ensuite, je vais céder la parole à Samantha. Samantha, sa présentation va se centrer sur le financement, les institutions de financement au développement. Elle va partager avec nous quelques réflexions sur l'aide dans ce contexte concret. Et on verra qu'est-ce que la communauté des donneurs peut réaliser. L'aide officielle au développement de l'ODI a été très importante sur cette question, donc je suis très heureuse de vous avoir ici. Vous avez la parole, Samantha. Merci de me donner l'occasion de parler aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la présentation de Meja. Je voudrais parler de ce que signifie la dissolution de l'aide. Je n'ai pas de présentation PowerPoint, mais je vais commencer par quelques réflexions de contexte qui pourraient vous être utiles afin de pouvoir continuer
à améliorer, à renforcer la défense que mène la lutte de la société civile. Et je vais donc parler de quelques questions politiques qui importent par rapport à ce sujet. Ma première réflexion a à voir avec le cadre de ce débat. Je pense plus particulièrement à l'utilisation de l'aide afin de mobiliser l'investissement privé. Quelqu'un peut appeler ça une fusion ou un investissement, mais donc cette investissement, cette intervention du privé. Il faut que nous réfléchissions un petit peu sur quelque chose qui est chaque fois plus important. C'est la polarisation politique du cadre. On parle d'une mobilisation du secteur privé face à une aide traditionnelle, comme si c'était des choses qui pouvaient se substituer l'une à l'autre de manière parfaite. On sait qu'en fait, qu'elles sont complètement différentes et que leur impact est complètement différent, que ça suit des mécanismes très différents. Les deux peuvent être complémentaires, cependant, et peuvent se soutenir, mais pas se substituer l'une à l'autre. Donc, nous devons dire que nous ne faisons pas une comparaison de l'une et l'autre, mais qu'il faudrait que nous changions le cadre du débat. Ce que nous devrions faire, c'est de parler de la valeur, de la pertinence d'investir d'une manière ou d'une autre, donc de la fonction que peut avoir chacune de ces modalités d'aide. Nous ne pouvons pas comparer les coûts et l'impact et nous ne savons pas quel est l'impact à long terme et nous ne pouvons pas évaluer si tel argent a été efficace ou non. Il y a un manque aussi de définition conceptuelle et de cadre. Et en même temps, nous avons très peu de données, ce qui fait que nous manquons de transparence, nous ne pouvons aucun contrôle n'est possible. Et en même temps, cela dessaisit, si vous voulez, cela empêche le gouvernement de décider des politiques qu'il veut mettre en œuvre. C'est ma première réflexion. La deuxième a plus à voir avec l'analyse de différentes organisations. Nous avons vu l'importance du financement fusionné, on va l'appeler. Il se peut qu'il y ait eu un travail sur les ratios. Nous avons réduit les expectatives, les espoirs des donnants sur comment cela va affecter dans le futur. Mais nous devons tenir compte du fait que la réforme va nous amener à des réformes dans les pays. Si nous regardons les statistiques, nous voyons que ça ne s'est pas encore matérialisé. En 2020, l'investissement PCI était aux alentours de 2% de l'aide au développement. Nous avons vu que les aides bilatérales sont de plus en plus importantes. Certains commentateurs, et moi au début aussi, j'ai eu peur que ça pose des problèmes, mais nous devons en tenir compte pour le futur. Lorsqu'il y a une pression sur les donneurs, nous devons analyser de quel argent nous sommes en train de parler à ce moment-là. Nous sous-estimons la quantité d'argent qui est investie de cette manière. En effet, ce n'est pas clair comment cela pourrait être un canal pour le secteur privé d'investir et de gagner de l'argent. Nous devons tenir compte pour notre débat. Par rapport aux questions politiques, je voudrais dire que maintenant, nous comprenons mieux l'impact de ces investissements en fusion au niveau de la réduction de la pauvreté. Il est important de voir que parfois, tout l'investissement n'est pas financé par des aides. En fait, c'est souvent une petite partie de leurs dons. Nous devons analyser de quoi nous parlons concrètement. Et je dis ça parce que il faut
différencier, faire une claire différence en fonction de d'où provient cet investissement. Il est donc nécessaire de demander plus d'informations sur, pour savoir si on accepte ce type d'investissement. Si c'est financé par des dettes sur le marché des capitaux, beaucoup d'opérations sont faites sur la base d'une dette. Donc, ça nous amène à à l'analyser de manière différente. Donc, il nous faudra examiner les différentes manières, les différentes formes de financement. Sur ces 2300 milliards d'aides de 2020, nous devons analyser l'impact qu'a eu cet investissement et quels sont les coûts et les bénéfices. Je crois qu'il est raisonnable de nous concentrer plus sur l'investissement pour aider les plus pauvres. Par exemple, en améliorant leurs revenus par la création d'emplois, en améliorant la qualité des emplois pour compenser la réduction des biens et des services publics. Mais nous ne comprenons pas bien la distribution. Nous pouvons parler de création d'emplois. L'emploi est un des impacts les plus importants du financement au développement et ça a été créé principalement par le secteur privé, donc ça reste important. On voit que se créent des emplois, mais cependant, le problème est qu'on ne connaît pas l'impact. On ne sait pas qui a reçu, qui a bénéficié d'une création d'emploi, qui a trouvé un emploi. Et nous ne pouvons pas voir si ça a véritablement un impact sur les plus pauvres. Merci. Grâce à eux, grâce à ces systèmes d'investissement, est-ce que nous pourrons réduire la pauvreté? Est-ce que nous pourrons avoir des meilleurs impôts, des meilleurs investissements dans le futur? Et mon deuxième point, c'est que si nous pouvons utiliser l'aide de cette manière, nous devons nous focaliser mieux pour améliorer la qualité. De mon point de vue, il y a un point qui est très important. Il faut que nous effectuions qu'il y ait un changement de fond, un changement fondamental dans l'investissement. Sinon, nous n'arriverons pas à de résultats. La discussion doit pivoter sur comment optimiser l'impact pour les pays les plus pauvres et les personnes les plus démunies. Je ne fais pas partie de la société civile, mais je considère qu'il y a des arguments clairs qui viennent de mais je pense que nous devons laisser en partie l'investissement privé. Mais le problème, c'est qu'il y a une déconnexion entre les pratiques d'investissement théorique et ce que nous voyons dans la pratique. Et quelques exemples de ceci sont les suivants. Par exemple, il y a un peu d'investissement consacré à l'investissement dans les pays pauvres. La culture est importante pour la réduction de la pauvreté, mais on investit bien peu. Nous savons parfaitement que l'industrie peut créer de nombreux emplois pour les plus démunis, mais on n'investit pas suffisamment. Si on pense au changement climatique, eh bien, on n'investit guère en technologie pionnière ou pour le développement de modèles d'affaires pour réduire les émissions de CO2. Normalement, on se concentre davantage sur les technologies établies. Ce sont les plus simples. Vous avez encore une minute? Eh bien, donc, il y a un modèle qui ne correspond pas à la théorie et aux arguments. Cette approche reste problématique cependant parce que normalement, on utilise la dette senior qui requiert davantage de capital, qui est plus opportuniste et n'est pas toujours coordonné. Nous devons mieux utiliser ces idées. Il faut utiliser davantage
ces investissements, que les pays à faible ressources aussi, les capitaux risquent aussi pour le développement. C'est important également d'avoir une cohésion entre la politique et les investissements. Et finalement, je vais commenter quelque peu la transparence. Comme j'ai dit tout à l'heure, la transparence est un problème. Il y a un problème par rapport au manque d'harmonisation et d'investissement étranger direct. On ne sait pas ce qui est fait. Il faut utiliser un outil pour que la société civile puisse savoir ce qui est en train d'être fait. La société civile doit réussir à l'utilisation opérationnelle de ces outils. Et en poursuivant en ligne avec ce qu'a dit Media, et comme disait un ami de l'ODI, eh bien, l'aide devient l'Ouest sauvage et il y a un problème par rapport à la transparence et la réduction des standards. Fondamentalement, il est nécessaire de maximiser donc la quantité d'argent alloué avec une réduction des impositions fiscales. Par rapport aux instruments du secteur privé, eh bien, nous pourrons y voir un très bon exemple. La révision temporelle se produit, cependant, il faut avoir des positions temporelles qui puissent aller contre les statistiques existantes. Il y a de nombreux points inconsistants. Cependant, je considère qu'il faut qu'il y ait un accord au sein de la société civile et je ne sais pas exactement qui en a besoin. Cependant, en poursuivant, en continuant sur ce que dit Meia, il y a quelque chose qui va contre la crédibilité de l'ODA et la société civile doit se charger de résoudre ce problème. Merci beaucoup, Samantha, pour ces questions très intéressantes. Je pense que les points financiers que vous avez soulevés, eh bien, doivent être abordés parce que ce sont les tendances observées dans le domaine de l'aide, les incentives que nous avons vus pendant les dernières années. Et ce sont donc de riches contributions qui vont permettre d'éclairer donc cette dimension. Je suis sûr que nous y reviendrons. Et maintenant, Jérôme, vous avez vos 8 minutes lorsque il vous restera une heure. Merci beaucoup. Comme vous avez mentionné, eh bien, je vais parler du point où nous nous trouvons, cette aide. Je vais vous passer des données de 2020. Je vais parler de la crédibilité de l'aide et aussi des mécanismes du futur potentiel de l'aide. Dans quel point nous trouvons-nous? En 2020, les chiffres préliminaires d'aide, eh bien, 70 100 millions, ça veut dire 0,3% du budget de l'OCDE. S'il en était ainsi, cette quantité devrait être augmentée. C'est un point très important parce qu'au début de la crise du COVID, l'ONU a demandé un investissement pour pouvoir aider les pays à faibles ressources à faire face aux impacts du COVID-19. Oxfam a estimé qu'à partir de ce qui a été dit, pour atteindre cela, il faudrait une donation de 300 milliards. Ce serait un objectif de 0,7%.
l'impact de la crise du COVID-19 sur les systèmes de développement ont été très clairs. De nombreux donateurs se sont concentrés sur des systèmes de santé et l'augmentation de l'aide humanitaire. Des marqueurs montrent que la plupart des donateurs veulent savoir combien ils dépensent en AOD et cela a donné lieu à des résultats différents. Certains résultats étaient importants pour le traitement du COVID. Des 50 milliards d'investissements de l'Union européenne en COVID, 40 000 ont été consacrés au COVID-19. Comment obtient-on ce chiffre? Eh bien, c'est relié aux inconsistances des rapports. Ceci démontre également que l'AOD est réactive et non pas transformative. Souvent, elle répond à des crises politiques ou économiques ponctuelles au lieu de prendre en compte le développement sur le long terme. L'impact du COVID serait moins important dans les pays pauvres si on avait appris on avait tiré des leçons de la crise de l'Ebola et on avait investi dans le développement des systèmes de santé nationaux. Cette année, il y a eu une augmentation importante de l'utilisation de crédits et d'autres instruments, et cela est dû à une augmentation de la quantité d'AOD. Comme l'a dit Samantha, il y a des valeurs dans les investissements et dans l'équité et les crédits. Mais normalement, ils sont consacrés à des projets simples et ce n'est pas ce dont ont besoin les pays. En même temps, il est très important de savoir qu'en 2020, la seule ressource internationale stable a été celle que nous apportons. L'AOD s'est vue réduite, ainsi que la partie fiscale, et donc ça a été très important pour de nombreux pays. Maintenant, en passant aux incentives. Et les normes d'assistance peuvent être de plusieurs types. Elles peuvent améliorer les interventions des donateurs, par exemple, et les incentives sont très spéculatifs, c'est-à-dire c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Ce n'est pas clair comment ces incentives peuvent avoir un impact sur l'aide. Normalement, ils ont un impact sur comment les donateurs utilisent leur AOD et quelle est leur capacité de transformation. Je vais vous donner quelques exemples. Pour de nombreux pays donateurs, il peut y avoir une tension entre la trésorerie et le développement. La plupart des pays ont 0,7% d'investissement et la plupart des ministères ont dû augmenter leur budget alors que les autres budgets réduisaient le leur. C'est pour cela, attendez, là, il semble qu'il y a eu une coupure du son du rapporteur. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Oui, oui. Et l'objectif de 0,7% peut être un incentif, oui, parce que lorsqu'une métrique devient un objectif, elle n'est plus utile en tant que métrique. On le voit en particulier dans le cas du Royaume-Uni, qui a dépassé 0,7%. Cependant, c'est là son plafond, ce n'est pas une base, ce qui veut dire que tout changement des priorités politiques eh bien, a un coût d'opportunité face à l'investissement existant. Et cela va toucher les donations, les dons pour les vaccins. Il y aura moins d'AOD pour d'autres choses et cela va créer une distorsion. Par exemple, quelque chose qui était positif peut entraîner un comportement négatif dans le rapport
de comment les pays agissent sur le résultat de ce type d'incentif. Ceci représente une approche de cuisine. Les donateurs vont faire un rapport pour obtenir leur objectif de 0,7%. Ceci peut créer une distorsion en ce qui concerne ou en ce qui est considéré un AOD. Et souvent, ils vont essayer de le faire passer pour autre chose. Le rapport de l'AOD est volontaire. Il y a des gouvernements qui ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas informer de tout ce qui serait un AOD. Un exemple est le Luxembourg. Il n'a pas informé des coûts des donateurs pour les réfugiés de la part des AOD parce que ce n'était pas important et il fallait informer, donc il y avait trop de principes nationaux. C'est quelque chose qui est peu commun. Normalement, les donateurs informent de tout ce qu'ils peuvent informer. La mobilisation de l'aide officielle au développement 2014 avait pour but de réformer les prêts de l'aide au développement. Pendant très longtemps, les donateurs pouvaient gagner beaucoup d'argent sur les prêts d'aide officielle au développement avec des types d'intérêts très supérieurs à ceux du marché. Ensuite, il y a une situation bizarre où les donateurs pouvaient emprunter du marché des capitaux, ils pouvaient le prêter aux pays en voie de développement et faire des bénéfices sur cette aide. Ceci pose plusieurs questions sur la nature de ces emprunts. Jusqu'à un certain point, la réforme a mis l'accent sur la question des prêts. Aussi, cela a ouvert la porte à ce que les donateurs incluent d'autres opportunités pour augmenter leur aide officielle au développement avec un coût fiscal minimum. Ce qui peut être considéré comme développement et bien public, c'est très important de ne pas mélanger ces deux aspects. Parce que si on voit les biens publics sur les aides, les rapports d'aide officielle au développement, eh bien, cela n'a plus de sens comme métrique de développement. Ce processus de modernisation a aidé à résoudre quelques questions sur les effets négatifs qui pourraient déboucher sur une inflation. Double comptabilité. Et il y a le risque également dans la structure de comment sont octroyés ces prêts. En le menant à l'extrême, la définition de l'aide officielle au développement peut avoir une influence sur tant de choses qu'il serait impossible de distinguer s'il y a une augmentation de l'aide officielle au développement et si ceci a entraîné une augmentation des ressources pour le développement, ce qui ne prendrait aucun sens. Cela adopterait un aspect davantage de rituel. Il n'y aurait pas d'implication significative sur le progrès des pays en développement ou sur les engagements des donateurs par rapport aux pays récepteurs. Les normes parfois incluent les pays occidentaux. Il faudrait attendre qu'elles aient quelque chose à dire par rapport à ce qui leur semble juste ou pas. Mais en tout cas, ce qui a été clair, c'est que l'aide officielle au développement, ce n'est pas quelque chose pour les pays membres, c'est une métrique pour les pays donateurs. Ceci n'a rien à voir avec le développement, c'est un outil de comptabilité. Et au fur et à mesure, on inclut davantage de choses, eh bien, elle n'a plus d'importance. Ce que disent les donateurs, d'une part, ils peuvent dire qu'ils ont donné 100 milliards, mais ceci ne reflète pas la quantité qui parvient au pays. En théorie, c'est comment nous devrions expliquer comment nous avançons dans nos engagements par rapport aux pays membres. Vous avez encore une minute, Jérôme?
Eh bien, l'aide officielle au développement, c'est pour contrôler les flux des donateurs, mais la communauté du comité d'aide au développement, eh bien, fait que ce ne soit pas significatif quant à la manière de mesurer le développement. Et ces programmes pourraient perdre leur crédibilité. Ceci a trait aux pressions externes. L'aide officielle au développement doit résoudre les problèmes par rapport aux ODS, aux ODD, pardon, alors que l'aide officielle au développement accumule des milliers de milliards. C'est pourquoi il y a ce désajustement. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les mécanismes de risque, mais je tiens à dire qu'il y a un débat sur comment devrait être le futur de l'aide officielle au développement. Chez Oxfam, c'est un débat ardu, n'est-ce pas? Nous avons des problèmes avec la nature coloniale, comment tout cela est structuré, mais nul doute ne fait que c'est quand même une aide proactive. Nous renforçons le bien de l'aide officielle au développement pour mitiger les aspects négatifs et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Ceci a trait au transfert. Il y a une partie des donateurs qui pensent que l'aide au développement devrait servir uniquement pour éliminer le risque des investissements privés avec des fonds publics parce qu'ils se concentrent sur cet objectif de 5,3 millions. Et on pense que on aurait répondu aux besoins des ODD. En tout cas, il peut y avoir un effet sur le développement et quel est l'impact sur les personnes les plus pauvres des pays. On pourra en reparler plus en avant. Je vous remercie. Merci Jérôme pour ce commentaire. C'est très intéressant, en particulier en ce qui concerne les implications des débats actuels au comité d'aide au développement. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler du futur de l'aide que vous affrontez tous à la lumière de cette discussion. J'aimerais maintenant ouvrir le débat sur vos interactions avec vous, avec nos conférenciers. J'encourage les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, eh bien, à nous envoyer leurs retours ou leurs questions, leurs commentaires. Nous avons de nombreux participants dans notre salle virtuelle et donc partagez avec nous vos commentaires ou vos questions que vous pouvez nous envoyer à nos conférenciers. J'aimerais ouvrir cela avec deux questions adressées à chacun de nos conférenciers et je vous encourage également à réagir, donc à mettre vos remarques sur le panneau des messages. Nous avons la place, le temps pour une certaine interaction pour avoir vos retours. Looking forward the future of aid. So, Voici en regardant le futur de l'aide. Je commencerai le tour de questions en donnant la parole à Ricardo. Il y a une question très concrète qui a été posée. Que signifie pour la coopération au développement européenne, pour les institutions comme la Banque européenne, pour qu'elles s'impliquent dans les initiatives de Team Europe? Je voudrais avoir vos réflexions à ce sujet et si vous avez des réactions aux présentations des autres intervenants. Pour Méjeanne, je voudrais lui demander, je voudrais ajouter quelqu'un des commentaires qui ont été faits dans le chat.
Merci pour cette question, pour ce commentaire. En réaction à l'intervention de Meja, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une agenda émergent de conditionnalité concernant le changement climatique en relation avec l'investissement privé, pardon. Ce serait utile d'utiliser votre réflexion sur ce lien pour voir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à votre présentation, Méjeanne. Pour Jérôme, je voudrais savoir un peu plus sur le dernier sujet dont vous avez parlé. Vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour développer, pour entrer dans les détails concernant les instruments de gestion de risque. Le CADBOU cherche la manière d'introduire de nouveaux instruments afin d'inciter à l'investissement privé. À votre avis, Jérôme, quel serait l'impact de cette nouvelle tendance en coopération? Et enfin, pour Samantha, à la fin de votre présentation, vous avez parlé des défis auxquels font face les institutions, les instruments de financement concernant la transparence, pour rendre des comptes. Vous avez parlé du manque d'une harmonisation de leurs pratiques, n'est-ce pas? Vous avez aussi parlé du travail qui a commencé au niveau du fonds d'investissement public concernant l'investissement direct. Quelles seraient les possibilités? Comment on pourrait renforcer certains principes lorsque nous parlons d'investissement étranger direct? Je vais donc passer la parole tout d'abord. Je vais passer donc la parole aux différents intervenants. Il nous reste peu de temps, donc je vais être assez stricte. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses. Tout d'abord, Ricardo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maria José. Je vais être bref. Concernant votre question sur l'évolution de la Banque mondiale d'investissement, les initiatives de Team Europe, ça montre beaucoup, ça démontre la nature de ces initiatives de Team Europe. Une des initiatives de ces TEIS est de mobiliser différents acteurs de l'Union européenne, tels que les agences officielles au développement, les administrations financières. Ça voudrait aussi mobiliser de grands volumes de fonds autour de ces initiatives. Donc, à niveau pratique, moi, je dirais que on voit clairement le type de projets qui vont être financés par les TEI. La Banque européenne d'investissement et le Fonds de reconstruction et développement jouent toujours un rôle plus important dans les politiques internationales au développement. On a vu ça dans la réponse de l'Union européenne face au Covid. On voit ça aussi avec les différents instruments mis en place par l'Union européenne. Il y a certainement plus d'ONG qui ont critiqué le manque de transparence et la manière dont opère la Banque européenne d'investissement. On voudrait qu'il opère plus comme banque d'investissement et moins comme banque de développement, alors qu'il a un mandat d'aider au développement. Va se créer une nouvelle filiale pour le développement. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on examine de près, qu'on suive de près depuis les ONG. Il y avait enfin une autre question dont je voulais parler et qui m'avait échappé. Mais en tout cas, le suivi du développement des initiatives de Team Europe
c'est quelque chose qu'on va devoir faire avec la participation des institutions financières comme la Banque européenne d'investissement. Merci beaucoup, Ricardo. Merci pour cette cette réponse succincte qui va nous aider à préciser les différents points. Mejia, si vous êtes ici, j'aimerais avoir vos réflexions en réponse à la question que je vous ai posée. Oui, je suis là. I think on the question of Voyons, emergency concernant eligibility, it's not really emergency, it's just now les being conditionnalités, more broadly and les conditions being imposées, as donc, a norm, which elles was augmentent, very c'est un fait, common when we were et campaigning c'est en train de devenir la before norme. until C'est now très différent à la situation que nous avions quand nous faisions des campagnes pour l'annulation de la the dette agenda et of on demandait qu'on annule, qu'on élimine les conditionnalités. after the COVID ravaging Donc, l'aide pour la reconstruction des économies après la COVID, the revenue basis and of course the issue of the debt les ceiling programmes qui ont été faits à ce moment-là, quand on voit and also the les- exposure le surendettement de certains pays, quand on voit l'argent qui a été reçu, le niveau le degré they are actually de they're about to fragilité default in their service debt qu'a provoqué la COVID dans de nombreux pays. De nombreux pays sont maintenant en défaut de paiement du service de la dette. and the bank and the Et nous have devons to envoyer aux specific banques et aux institutions specifications financières and because countries are ces independent questions. Nous devons leur demander d'établir des normes concrètes. Comme les pays ont besoin de manière urgente d'avoir accès à un crédit, à des financements, à ces ressources, very hard ce que nous voyons, for us is the way c'est que nous faisons face à un we as défi a society are trying to énorme. move towards just looking at Nous, the comme société different civile de nombreux what pays is africains, dangerous and what is wrong quand on analyse en détail le instead of going comportement political, no de political l'Union européenne et des autres financeurs, because we know what avoir un débat purement technique est I would say insuffisant. Il faudrait qu'on ait un débat politique concernant les conditionnalités. Moi, ce que je dirais maintenant, c'est que both of these two very strong global le institutions seul and aspect African nouveau, governments not having power to test them to deal with it. Lastly, on the private sector, les, I think yes, les gouvernements africains ne sont pas en mesure de faire face aux exigences des institutions financières. before even COVID happened, Vous vous the TPD souviendrez was a big que même pendant la pandémie, largely because of what also Jeroen talked about. on faisait But we pression also pour need to recognize avancer that now au niveau des private accords sector got all the publics-privés. resources from Beaucoup des économies de nos so private pays sector became a ont very dû important part. emprunter But sur les marchés des as we are being capitaux moved towards et le secteur the privé Green Deal, a bien private sûr un sector rôle, mais was plus nous very critical avançons to dans ce implement nouvel ordre vert, this entre sector. guillemets, le And secteur I privé a now toujours plus have to see conditionalities not as d'importance et enabling nous devons voir que les this type of conditionnalités vont partnerships to take shape. Thank you. elles aussi Thank you very much, permettre Meja. I would des like to give the floor interventions to plus Sam. privées-publiques. Merci beaucoup, Mégia. Thank you. Yes, just really Vitalis. briefly. Je vais passer la parole à There's Samantha. lots of Bonjour. Oui, reflections on merci the encore. question. I might just Très ask one rapidement donc. first. J'ai plusieurs de réflexions sur cette question, donc je vais surtout me centrer sur deux aspects. Tout d'abord, vous demandiez au sujet du manque de transparence et le manque d'harmonisation. Moi, je crois que une des grandes possibilités serait d'arriver à un accord sur un marque contextuel, se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire par un financement combiné. Vous l'avez défini de mode concret, je crois, en disant que les deux parties qui, qui font ce financement combiné ne sont pas d'accord avec la définition de l'OCDE. Donc, ça complexifie. Donc, il faut qu'on trouve une manière pour que ces institutions, ces organisations privées et publiques arrivent à une même définition. Pour nous, ça serait un point important. Mon deuxième point, je crois que
ce que nous avons pu constater, c'est que en analysant l'ensemble de ces fonds, il y a beaucoup d'informations secondaires sur comment ça se développe concrètement, sur l'organisation, et nous devons nous centrer en priorité sur voir quelles sont les informations que nous considérons les plus importantes. Ce que nous voyons, c'est que l'aide étrangère directe est cachée derrière le secret des affaires. Mais ce n'est pas acceptable. Donc, il y a des informations de base importantes concernant l'investissement étranger direct. Ils décident s'ils nous donnent une information ou ils décident s'ils ne nous la donnent pas. S'il y a au moins deux instances d'investissement direct qui sont peu transparentes, on n'a plus accès à aucune information en fait. Donc, il faut qu'on trouve des minimums dénominateurs communs. Et ce n'est qu'un point de départ. Ça va être un travail, une lutte qui va prendre beaucoup de temps. Donc, ce dénominateur commun nous amènerait à analyser les aides internationales directes. Se cacher derrière la confidentialité le secret des affaires n'est pas acceptable. Pour moi, c'est très frustrant quand on voit les sommes mobilisées et par rapport à ce qui est informé au niveau de l'OCDE, c'est le double de ce que dit l'OCDE qui a été investi. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'on voit comme nécessairement positif ou négatif. Mais sur l'OCDE, à l'OCDE, ils ont parlé de 200 000, de 200 000 de 2000 milliards, mais ils ne voulaient pas faire le détail, nous donner le détail par pays, par secteur. Et je ne comprends pas pourquoi il y aurait un secret des affaires à ce niveau-là. Il y il y a d'autres institutions internationales qui donnent le détail. Donc, c'est pour moi inacceptable. Donc, je crois qu'il y a des pays. Ah, il faudrait qu'on avance. Mais bon, la question de l'impact sur la société, sur les peuples est extrêmement importante. Je n'ai pas de réponse pour être honnête, mais ce que nous voyons, et je crois que c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois, il y a eu une initiative pour essayer d'harmoniser mais ça me préoccupe en fait, parce qu'il y a tellement d'initiatives d'harmonisation que essayer d'harmoniser les initiatives d'harmonisation, ça devient extrêmement compliqué. C'est pas facile. Il y a différents participants avec des intérêts et des exigences différentes et des points de vue différents sur ce que va être l'impact. Donc, analyser ces matrices qui intéressent la plupart des personnes, les peuples et les États, c'est très important. Si nous examinons la création d'emplois, il y a deux niveaux. Il n'y a pas d'excuse pour il faut publier comment on calcule les impacts. Il faut qu'on publie les chiffres. Ceux qui analysent la création d'emplois et les impacts ou l'impact du changement climatique, il faut qu'ils nous disent comment ils font ces calculs. Il faut qu'ils nous qu'ils nous disent pourquoi ils ne peuvent pas nous informer sur leur méthodologie. Comment sinon comparer les données? Enfin, comme communauté, nous devrons nous mettre d'accord sur nos priorités. Le plus évident, ça va être bien sûr l'impact au niveau du carbone et au niveau des autres mesures. La création d'emplois est en effet une donnée importante. Concernant l'aide directe internationale, nous voulons savoir combien d'emplois ont été créés par genre, dans quel secteur ces emplois ont été créés. Nous voudrions avoir une information beaucoup plus détaillée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour moi, ce n'est pas une question avec une réponse facile, mais il faut que nous soyons intelligents. Thanks.
et poser des niveaux, des niveaux de base d'information dont nous avons besoin. Merci beaucoup. En effet, c'est une conversation complexe qui a beaucoup de dimensions et qui aura beaucoup d'impact à court, à long terme. Il y aura beaucoup de sujets dont on tienne compte. Et Joël, avant de vous passer la parole, je voudrais dire qu'il y a eu quelques commentaires, des réflexions intéressantes concernant ce que vous avez dit dans les cases de questions-réponses. Je vais essayer d'en poser quelques-unes. Concernant le débat qui a lieu actuellement à l'OCDE et dans le cadre concernant ce que tu as dit toi, ce qu'a dit Samantha, concernant la cadre de l'OCDE, concernant qu'elle est en train de devenir bilatérale. Peut-être avez-vous des commentaires? Qu'est-ce que vous pouvez partager, des réflexions à ce sujet? On n'a pas beaucoup de temps, mais je vous donne la parole. Il faudrait en effet quelqu'un qui décide, un shérif, quoi. C'est un exercice, l'information qui est donnée est volontaire, donc ça nous amène à avoir très peu de capacité de juger de ce qui a été fait ou pas. Concernant le transfert de risque, concernant l'utilisation du secteur privé, recourir au secteur privé pour se financer, j'ai plusieurs points de vue. Je n'ai pas de problème. Ça ne me pose pas de problème d'utiliser des garanties, le crédit junior ou tout ce qui puisse permettre le développement. Je crois qu'on peut les utiliser. Je pense que les gouvernements doivent intervenir sur les marchés. Je ne crois pas que le FMEO soit une banque de développement public. Eux-mêmes ne vont certainement pas le reconnaître, mais il faut qu'on voit de toute façon avec tous ces acteurs qu'est-ce qu'ils font et comment les utiliser. Ça me paraît bien. Mais l'aide au développement, c'est quelque chose de complètement différent. L'ODA n'est plus ce qu'elle était. Concernant le transfert de risque, l'argument est clair. Nous savons que les investisseurs institutionnels ont 80 milliards d'euros dont ils ne savent que faire, à part les investir à Londres. Donc, ils pourraient utiliser ça pour des politiques publiques, pour réduire le risque. Ce serait plus positif pour tous. Donc, 80 milliards vont au projet d'investissement dans le Sud global. Cela serait cohérent. Il y aurait des garanties que ça ne serait pas trans. Je ne crois pas qu'il y ait eu de garantie au niveau de l'OCDE, mais le risque est bas si on crée ces instruments. Ça me semble une situation positive pour les deux parties. Cependant, un niveau de risque bas ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait. Mon opinion, c'est que si on utilisait les garanties dans toute leur capacité, on les utiliserait tout le temps. Tous les gouvernements perdraient beaucoup d'argent pour traiter sur les marchés existants. Et quand on n'utilise pas les marchés, ils sont obligés de sortir du marché. Ce que je veux dire, c'est que les banques devraient avoir ce soutien de la garantie du secteur privé. Ça n'a aucun sens d'utiliser la structure comme on le fait actuellement. Il faut réduire le risque des marchés parce qu'il y a trop de risques sur les marchés actuellement. Mais en même temps, nous avons des projets qui sont en train d'avoir lieu dans des pays avec beaucoup ou avec peu de risques. Et il y a un rapport entre le désir d'avoir des objectifs clairs pour pouvoir soutenir le secteur privé et l'AOD, pardon. Mais ce sont des projets qu'on voudrait pas qu'on n'a pas envie qu'ils se développent dans les
pays pauvres. Il faudrait que les marchés aident les petits commerces pour ils tirent aussi bénéfice de ce type de financement. Mais chaque instrument est ce qu'il est et il ne fait que son modeste rôle. Donc, nous savons que ce qu'ils peuvent faire de manière efficace et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mon deuxième préoccupation, c'est que plus les outils d'aide au développement vont être complexes, plus ce sera difficile de les comprendre. On ne peut pas dire qu'on aide quelqu'un d'un pays dans lequel on intervient. Si on ne peut pas le démontrer, c'est qu'on n'est pas en train de travailler bien. C'est un argument pratique, donc ça nous oblige à avoir une théorie claire, à la poser et à la défendre. Juste un dernier point, s'il vous plaît, un dernier point concernant l'AOD, l'aide publique au développement. Il y a quelque chose dont on doit tenir compte. Il faut qu'on parle de réparation, de compensation. Par exemple, concernant une dette en retour des pays riches vers les pays pauvres, car on ne les aide pas. Il faudrait qu'on paie les problèmes passés et futurs. Et là, ça permettrait de changer complètement le contexte. L'aide publique au développement, si elle n'est pas réellement efficace pour le développement, nous ne devons pas l'utiliser. Rien ne nous dit que l'aide publique au développement est le seul mécanisme possible. C'est le plus simple parce que c'est facile de démontrer ce que donnent les donnants et où ça va. La Chine a dit qu'elle ne va pas le faire, par exemple. Bon, nous sommes arrivés. Merci beaucoup pour cette réflexion finale. Nous avons comme ouvert la boîte de Pandore à la fin de la réunion. En effet, il faudra que nous en discutions dans une autre réunion. Nous avons en effet besoin de discuter encore de tout ceci concernant discuter sur comment on va définir ce qui est l'aide officielle, l'aide publique au développement, qu'est-ce qui réellement constitue une aide, qu'est-ce qui n'aide pas, et comment définir un cadre de l'aide dans le futur. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'aller plus profondément dans ce sujet, mais il est clair que nous devrons y revenir. C'est en effet un sujet fondamental. Je vous invite à tous à ce que, tout au long des années prochaines, nous continuions à discuter régulièrement de ce sujet. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Merci à Ricardo Meia, Samantha, Jeroen et merci à Adriane qui n'a pas pu être avec nous. Merci également à nos interprètes, à l'équipe de Rodad. Merci aux donateurs. Et je voudrais vous rappeler que cette séance va être partagée publiquement et que vous pourrez donc pouvoir suivre le travail que nous réalisons au cours des prochains mois. Merci beaucoup à tous. Notre temps est malheureusement écoulé. Et merci encore pour toute l'information que vous avez partagée avec nous. Merci, au revoir.